الزفلة وانا تقبيلين سوفيسونا راديو تلفزيون تقبيليت الساقي تذويلت ثمانية وكذوذ نفقاونا ذا رزقي الزول رزقي أزول ربح أزول زيدان أزول مراوي نتولين الزول زيدان الزول رباح الزول رزقين الزول قبيلين تقبيلين عندما لان دي ثمور ذوق مظال الزول يعقل أرسين ارتيكا Saint-Myrte. Sagui, nous allons traiter d'une nouvelle plutôt qui est alarmante. C'est l'inscription sur la liste grise de l'Algérie au niveau du GAFI. Le GAFI qui est le groupe d'action financière et sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc, la première chose à Arsri, c'est quoi exactement le GAFI? Alors, le GAFI à Guinée, il nous fait en 1989, un SMIC faisait les transactions à Guinée illicites, mafieuses, au niveau du monde de la finance. C'est donc ce qu'on appelle le GAFI, donc c'est le groupe d'action financière, donc qui s'occupe un peu de tout ce qui touche le mouvement de capitaux dans le monde. Et il a deux branches. Et où c'est la lutte contre le blanchiment de capitaux, LBC. Et au Sénégal, c'est depuis septembre, enfin les attentats de World Trade Center, donc de septembre, voilà, le 11 septembre 2001, c'est Guimerné, elle a une branche pour contre le terrorisme, le financement du terrorisme. Donc, ça y est, le GAFI s'occupe d'abord, enfin, d'une part du financement du terrorisme et aussi du blanchiment des capitaux. Voilà. D'accord. Une autre question. Oui. En fait, GAFI, donc, c'est une organisation donc, internationale, intergouvernementale. Donc, il est constitué par des gouvernements. Il a 33 membres. Qui sont un petit peu pratiquement tous les pays qui comptent, pratiquement tous les pays occidentaux ou pays du monde libre, et aussi des pays qui comptent comme la Chine, comme voilà, les grandes nations dans le monde. Et aussi, il est constitué de groupements affiliés donc, qui sont des GAFI régionaux. Ou comme par exemple l'Algérie et les pays arabes, eux, ils se sont affiliés à ce qu'on appelle donc le MENA GAFI, ou bien le GAFI régional de MENA, donc Middle East et North Africa, donc Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Voilà. Après cette coalition, il est affilié à GAFI. Donc c'est pour ça que GAFI, on a 33 pays nommément, hein, c'est des pays nommés. Et après, tu as des groupements comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, le MENA GAFI. En fait, il y a des pays donc, qui sont membres, il y a aussi des organismes comme le FMI, voilà, comme la Banque mondiale, etc. Et des GAFI régionaux comme le MENA GAFI, et ainsi de suite. Effectivement, voilà, ce qui fait que ça couvre un petit peu pratiquement tous les pays du monde, à savoir que depuis les récents événements, ce qui s'est passé en Russie, donc la Russie a été sortie du GAFI, donc il n'est plus membre, ni par des groupements régionaux, ni directement au GAFI, donc il n'est plus membre, il a été exclu. Voilà. Donc, aussi, donc, le MENA, pourquoi, enfin, le GAFI, pourquoi il est, comme l'a dit Arsri, pour lutter contre des terrorisme un peu partout dans le monde, surtout depuis 2001. Hein, donc avec ce qui s'est passé aux États-Unis, hein, donc World Trade Center, les tours jumelles, voilà, et aussi pratiquement pour éviter toutes les comment dire les crimes économiques, hein, donc dans le blanchiment d'argent, ou bien aussi pour lutter contre toutes ce qui nuit à l'économie, surtout dans le cadre de la mondialisation. Voilà, depuis la mondialisation,
Voilà, donc il y a une certaine éthique économique à respecter, et le but du GAFI, de lutter contre tout ça, contre l'équilibre économique, pour avoir une économie un peu qui est la concurrence, disons, idéale. Il n'y a pas de concurrence idéale, mais les bons termes de concurrence. Et voilà, donc ce sont des mécanismes. Donc il y a des recommandations, des règlements. Ils étudient un petit peu. Ils incitent à ce que tout le monde, tous les pays du monde voilà, donc appliquent ces recommandations, appliquent cette éthique économique, voilà, pour avoir un peu une économie équilibrée un peu partout dans le monde. Voilà un petit peu le rôle du GAFI et comment il est organisé. Il faut compléter, Kadina Zidane. Le fonctionnement, en fait, il est très simple. Hein. Il y a deux listes, donc une liste grise et une liste noire, qui sont gérées par le GAFI. Hein. Alors, la liste noire, c'est les pays qui présentent des défaillances majeures en termes de contrôle des mouvements financiers. Vraiment. Et puis, la liste grise, c'est des pays qui présentent des lacunes, mais qui ne sont pas à un niveau aussi élevé que ceux qui sont dans la liste noire. Ceux qui sont dans la liste noire, en fait, c'est des pays qui refusent de collaborer avec le GAFI. C'est-à-dire qu'ils savent que chez eux, il se passe des choses anormales en termes de transactions financières, en termes de financement du terrorisme, mais ils refusent de collaborer avec le GAFI. Donc ces pays-là, ils sont mis dans la liste noire. Alors il n'y en a pas beaucoup, heureusement. Il y a l'Iran, il y a la Birmanie et il y a la Corée du Nord. Voilà, c'est des pays qui sont connus pour être de bonnes dictatures. Quoi. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est connu. Les gens qui sont, les pays qui sont dans la liste grise, donc ce sont des pays effectivement donc, où les choses ne fonctionnent pas vraiment correctement en termes de transactions financières et de financement du terrorisme. Et ces pays-là, donc, par contre, ils acceptent de collaborer avec le GAFI pour améliorer les choses. Hein. Donc, dans cette liste-là, aujourd'hui, il y a 24 pays, dont l'Algérie. Donc, l'Algérie, elle a rejoint cette liste récemment, donc il y a une semaine de cela. D'accord. Mais quels sont les leviers de ces pays démocratiques pour forcer les pays mis sous surveillance, c'est ça? Oui, surveillance. Surveillance renforcée, ça s'appelle. La liste grise, c'est des pays qui sont sous surveillance renforcée. Et comment ça renforcer excuse-moi là, ils sont surveillés par les institutions internationales qui surveillent un peu tout ce qui se passe en termes de capitaux, en termes de marchés, etc. dans le monde. Et quels sont ces moyens de pression de ces pays sur les pays qui les surveillent? Comment... Alors l'opération, quand on est au niveau de la liste noire, bon, c'est pas compliqué. On voit ce qui se passe pour la Corée du Nord. C'est un pays totalement isolé. Il n'y a aucune transaction financière avec aucun pays, à part la Russie peut-être. Enfin, mais il n'y a aucun pays. Si tu veux. Et si tu veux, quand un pays comme ça, donc il y a comment dire, un embargo qui est fait dessus, où il y a une loi qui interdit ce genre de transactions, il peut y avoir des conséquences très graves. Par exemple, je ne sais pas, il y a quelques années, la banque BNP en France a écopé d'une amende de 8 milliards de dollars. Juste parce qu'elle a fait des transactions avec l'Iran, alors qu'il était interdit de faire des transactions en dollars avec l'Iran. Donc voilà, donc, ça peut être très, très grave. Pour ceux qui sont dans la liste grise, ils sont sous surveillance. Donc attention, ils font une bêtise et se trouvent dans la liste noire. D'accord, ok, Thelmir. Zidane, y a-t-il des cours de justice, comme la Cour pénale internationale qui concerne les crimes de guerre, mais spécialement adaptés au GAFI? Est-ce qu'il y a des cours de justice qui puissent sanctionner les membres, soit qui sont dans la liste grise ou bien dans la liste noire? Enfin, c'est des gouvernements, c'est des États qui se mettent. Donc, ils se mettent d'accord sur un certain nombre de choses. Donc, il n'y a pas... C'est les États qui décident. Donc, c'est les États qui décident. Voilà, ils font donc des revues, des examens. Ils examinent un pays, un État. Et donc, s'il correspond à ça, sinon, bon, il est classé dans... voilà, s'il ne répond pas à certaines rigueurs économiques ou à certaines règles, donc il est mis dans telle liste ou telle liste. D'accord. Et puis, quand il est mis dans cette liste, donc c'est aux autres États de voir
voilà, comment agir. Il peut devenir une paria, personne ne veut investir chez eux, donc il est classé. Donc voilà un petit peu comment ça se fait. Donc il y a pas, c'est les États qui décident. D'accord. Voilà. Ok. En fait, il y a bien une jonction entre le GAFI et la justice, attention. Hein. Oui, mais la justice des États. Pas une justice, par exemple, la Cour pénale internationale. Voilà, c'est ce que je veux dire. Justement, voilà, tout à fait, dans chaque État, donc ça se passe au niveau d'un État. En France, par exemple, donc le GAFI, il se base d'abord sur le travail il y a des professions qu'on appelle assujetties donc au GAFI, qui sont donc tenus de déclarer tout soupçon de malversation financière. Vraiment. Ils sont donc notamment, il y a les notaires, il y a les agents immobiliers, enfin les banques, hein, toutes ces professions-là sont tenues de déclarer. Donc d'ailleurs aujourd'hui, si vous allez déposer, je sais pas, 1 000 € dans une banque, on vous demande l'origine des fonds. On peut faire un peu ce qu'on veut, mais à Saguenay, non, c'est pas possible. Donc c'est bien surveillé. Donc ces professions-là, donc dès qu'il y a un soupçon de malversation, donc là, ils alertent. Il y a un centre de renseignement financier. Donc je parle de la France, hein, qui existe, qui lui donc reçoit donc les alertes qui sont remontées par ces notaires, ces banquiers, etc. Et qui lui donc le CRF donc va saisir la justice. Donc il y a la police évidemment aussi qui peut intervenir pour faire. Parle de Tracfin, c'est ça? Tracfin, oui. Donc c'est le système Tracfin en France, donc qui surveille un peu tout ce qui est transactions financières, notamment quand il s'agit de gros montants, etc. Voilà. Donc le GAFI, donc il a des outils donc de surveillance. Donc ce sont les professions donc qui lui remontent ce qu'elle voit sur le terrain. Et ensuite donc et là aussi un moyen d'action, c'est à travers le CRF et donc il saisit la justice. Et ensuite à partir de ce moment-là, donc la justice va intervenir, va condamner, va saisir, etc. D'accord, ok, Thelmert. Alors, en ce qui concerne l'Algérie, que signifie cette inscription sur la liste grise? Pourquoi Donc, en fait, déjà, le GAFI tranche sur deux choses. Donc, il y a deux choses. Donc, il ne tranche pas sur autre chose. Hein. Donc, ce qu'il surveille, il surveille donc le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc le fait que le GAFI met un pays dans cette liste, donc ça veut dire qu'il est accusé de financer le terrorisme et de blanchir de l'argent. Donc ça veut dire que le pays se trouve déjà... parce qu'enfin, c'est pas tous les pays qui sont dans la liste grise. Donc, il y a une liste très, très... Bon, je pense qu'il y en a 24. Aujourd'hui, il y en a 24 avec l'Algérie. Voilà. Donc, on peut... après, on va donner... Donc, l'émission qu'on va faire, on va donner les pays qui sont en liste... mais vous avez déjà une idée de sortes de pays qui sont dans ce genre de situation. C'est généralement ces dictatures, c'est des pays autoritaires. Généralement, c'est ça qui sont... Il y a aussi des paradis fiscaux qui ne sont pas des dictatures, mais qui sont des paradis fiscaux. Paradis fiscaux aussi, donc eux qui font, mais probablement eux, ils ne financent pas le terrorisme. Non, donc c'est ça un peu la différence. Parce qu'il y a des paradis fiscaux, effectivement, qui vivent de ça, qui utilisent de ça, et qui ne donnent pas le secret bancaire, des choses comme ce genre de choses. Voilà. Mais, donc, le fait d'être dans cette liste, c'est grave pour l'Algérie. C'est grave. Donc, ça la touche économiquement. Ça la touche aussi et politiquement, diplomatiquement. Donc, c'est un peu... ça a un pied encore... en fait, c'est comme si tu as un pied dans le noir et tu as un pied dans le gris. Donc, c'est ça que ça veut dire. Tu n'as pas encore les deux pieds dans le noir. C'est-à-dire que tu risques d'être considéré comme un paria. Oui, on en parlera. C'est un début de quelque chose. C'est un début de quelque chose. Mais voilà. D'ailleurs, ça, en fait, en parallèle, donc le 25, ça s'est organisé à Paris, donc la réunion du GAFI. Donc, ils ont rajouté l'Algérie avec le Liban et Angola.
Donc vous savez déjà c'est le genre de pays qui rentre dans ce genre de truc. Et la Côte d'Ivoire aussi. Hein. Et la Côte d'Ivoire, elle était déjà. Non, ils l'ont ajouté. Rajouté. Ouais, ouais. Et un pays qui est exclu, c'est le Sénégal. Donc le Sénégal, il était déjà dans l'intérieur de la liste grise. Et là maintenant, il est ressorti. Parce que suite aux événements, donc il y a un changement démocratique. D'ailleurs, il faut rappeler que le Sénégal, c'est l'un des pays, les rares pays démocratiques en Afrique. Récemment, il y a quand même je pense que nous n'avons parlé. Hein, donc là, c'est l'élection au Sénégal parce qu'il y a eu une répression, mais finalement, c'est un opposant qui était déjà en prison, qui a été réélu parce qu'il y a eu de vraies élections démocratiques. Voilà, donc là, les choses s'améliorent, il est exclu. Donc, ce sera un miracle si l'Algérie un petit peu devienne un pays normal, un État normal, on en reparlera. Mais voilà, je pense que c'est... Déjà, nous, on a toujours dit que l'Algérie, c'est un État terroriste, donc pour nous, c'est pas un secret. Mais au moins, donc là, ils ont découvert que c'est un pays terroriste. Aussi la corruption, donc c'est pas un secret pour personne. Voilà, donc là c'est un début de quelque chose pour l'Algérie qui va être un peu beaucoup plus sombre qu'il l'est actuellement. D'accord. Oui, tu veux rajouter quelque chose? Oui. Enfin, vas-y. Il faut dire que le fait que l'Algérie soit mise dans cette liste grise, ça a été fait à la suite d'un travail approfondi. Donc le GAFI a des experts qui ont évalué les institutions bancaires algériennes, tout le transfert de fonds, etc., qui les a amenés. Donc il y a un rapport qui a été établi à la suite de cela, et puis qui dit que l'Algérie effectivement fait du blanchiment d'argent et puis elle finance aussi le terrorisme. Ce que l'Algérie a admis, ça c'est très important, il faut bien insister là-dessus. L'Algérie a bien admis que effectivement il y a un problème de blanchiment de capitaux en Algérie et aussi de financement du terrorisme. Donc, l'Algérie a admis comme quoi elle blanchissait, que l'État algérien faisait du blanchissement d'argent, oui, et qu'elle finançait... Du blanchiment. Oui. On parle de blanchiment d'argent, pas de blanchissement. Pardon, blanchiment d'argent, je suis désolé. Oui. Blanchiment d'argent et de financement de terrorisme. Oui, donc l'État lui-même reconnaît ça. Il le reconnaît et c'est la raison qui fait qu'il est seulement sur la liste grise. Hein. Parce que autrement, s'il dit je ne reconnais pas cela, je ne veux pas coopérer avec le GAFI, il se trouve dans la liste noire. Et à ce moment-là, il y a toutes les conséquences qu'il va vivre un peu comme l'Iran les vit actuellement, comme la Corée du Nord, comme la Birmanie les vit actuellement. D'accord. Thank you for those joining on in person, and thank you for those joining us online. I am very proud to have concluded my first plenary as president, and we had significant milestones this week. On the evaluations front, we adopted the mutual evaluation of Argentina and Oman. These were joint assessments with the relevant regional bodies in Latin America and in the Middle East, and will be published after they undergo a post-plenary quality and consistency process. I would like to congratulate Argentina and Oman for successfully completing this process. With the approval of these assessments, the FATF concludes the fourth round of assessments. This has been a key phase in assessing how well countries are implementing the FATF standards, both to combat money laundering and terrorist financing. But what makes this round particularly significant is that we have moved beyond simply checking whether countries have laws and regulations in place. Instead, we are taking a deeper look into how effective those measures are. In other words, in this fourth round, our focus has shifted from a tick-box approach to a more comprehensive assessment. In doing so, the FATF became the first international organization to measure effectiveness, an approach that allows us to ensure measures are not just in place, but that they're working to protect people and are maintaining the integrity of the international financial system. All of this work makes us stronger.
It makes us stronger to fight criminals and to fight terrorists. Now, let me turn to the FATF's identification and review of jurisdictions with strategic AML CFT deficiencies. 4 countries are coming into the list of jurisdictions under increased monitoring. This list is referred as the FATF Grey List. The jurisdictions are Algeria, Angola, Cote d'Ivoire, and Lebanon. On delisting, I would also like to highlight that this week, based on the progress made by Senegal, the FATF removed it from its increased monitoring. In other words, Senegal has been removed of the Grey List. The FATF visited Senegal in the month of August and confirmed that substantial steps have been taken to improve its AML CFT regime and to address the items in its action plan. I thank you for your attention, and I will be open to take a couple of questions. Zidane, pourquoi cela n'arrive que maintenant? Pourquoi l'Algérie est inscrite dans la liste grise du GAFI que maintenant? Parce qu'elle a quand même été de tout temps, elle a fait du blanchiment d'argent, elle a fait du financement de terrorisme depuis quand même des années, pratiquement son indépendance. Pourquoi ça n'agit que maintenant? C'est une question qu'il faut se poser effectivement, parce que qui ne sait pas que l'Algérie fréquente ces proxys terroristes. Qui ne sait pas. Donc ça fait longtemps que tout le monde sait que, d'ailleurs ça ne date pas uniquement de ces dernières années, ça date depuis l'indépendance, l'Algérie a toujours eu affaire avec des mouvements terroristes. Et aussi, tout le monde sait que la corruption fait partie de l'ADN de l'Algérie. Blanchiment d'argent, les biens mal acquis, tout le monde sait tout ça. Mais effectivement, pourquoi maintenant? Je pense que actuellement, avec les 2 événements majeurs qui se sont passés, les 2 événements qui sont l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Voilà. Et donc d'ailleurs, c'est l'une des questions pourquoi la Russie a été exclue du GAFI. Donc, c'est devenu une paria. Et le deuxième événement, c'est ce qui se passe actuellement en Israël. Donc, les guerres qu'on a actuellement au Moyen-Orient. Au Proche-Orient. Oui, pas en Israël, au Proche-Orient. Non, en Israël, au Proche-Orient. Il y a l'Irak impliqué là-dedans, il y a les il y a le Liban, il y a l'Iran, il y a le Yémen, il y a la Palestine, et voilà. Donc, c'est parce que c'est un chamboulement. En fait, il y a un dérèglement, tout le monde s'accorde à dire qu'actuellement, il y a un dérèglement du monde, en fait. D'accord. Et l'Algérie, il a effectivement. Donc, le fait que l'Algérie, donc c'est maintenant qu'elle est mise dans cette liste grise, c'est parce que il a un rôle à jouer dedans. D'ailleurs, même si le Liban est aussi en même temps avec. Donc, ça explique que c'est parce que, avec le Liban, il y a le Hezbollah. Donc, le Hezbollah, le régime libanais, quand même, il a une complaisance. Il est forcé parce que le Liban, il est pratiquement... Le Liban, c'est un peu spécial. C'est un peu spécial. Il n'y a pas d'État libanais. Il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'armée libanaise. Non, le Liban, c'est un peu spécial. Effectivement, c'est propice à toutes les malversations. Donc, au Liban, c'est un peu tu fais un peu ce qu'on veut, quoi. Ça, c'est plus un État, en fait. C'est un État. Voilà. Parce qu'il est dépassé par d'autres contraintes qui sont... Et le Parlement, pratiquement, le Parlement libanais, il est contrôlé par le Hezbollah. Oui. Donc, quand un pays, une organisation terroriste comme ça, donc automatiquement, donc il doit être là. Et l'Algérie, il finance le Hamas. Il finance, donc il est partie prenante avec le Hamas. Aussi le Hezbollah, à ton avis? Bah oui, mais il est oui, ça il y a il est en tout cas il est ami maintenant. Est-ce qu'il a financé? Mais on sait que il finançait la Palestine, il finançait le Hamas et tout ça. Mais le Hezbollah, il est déjà ami avec l'Iran. Il est déjà, il veut donc remettre la Syrie dans le cercle,
normaliser avec la Syrie, et ça parce qu'avec le Hezbollah soutient la Syrie, donc l'Algérie fait partie des gens, enfin des nations, des États qui financent ou qui soutiennent le Hezbollah, Hamas, et encore ce qui se passe au Maroc. Donc le discours qu'a fait, les décisions qu'a prises Macron lors de son voyage au Maroc, quand même il a fait fort, il a réitéré son soutien de la marocanité du Sahara, et en plus il s'est engagé pour défendre donc cette option aux Nations Unies, en Europe, un peu partout. Donc en fait, et l'Algérie maintenant, c'est la seule. D'ailleurs, le problème qui se pose, c'est que le Polisario actuellement n'est pas encore reconnu comme étant organisation terroriste, mais c'est en cours. Et tout ça, donc, ça joue contre l'Algérie. Enfin, l'Algérie, elle est déjà, et c'est elle même qui s'est un petit peu mis un peu de sale drap toute seule. Et aussi ce qui se passe au Sahel. Parce que c'est reconnu, ils ont amené au Wagner, ils soutiennent que les mouvements terroristes, donc le Moujaou, Ansar Dine, Akmi, voilà, et sans parlant de l'histoire avec le JA qu'ils ont infiltré, enfin ils ont co-organisé des génocides, des attentats, des machins, des massacres avec. Donc voilà, donc je pense que c'est surtout cette conjoncture actuelle qui fait que voilà. Comme quoi l'Algérie a ramené Wagner. Oui. Comment elle l'a ramené exactement? J'ai pas compris. Pourquoi tu parles de la relation qu'il y a entre l'Algérie et Wagner? Il a permis le passage des Wagner via l'Algérie. Les Wagner, bon, ils étaient déjà en Centrafrique auparavant, avant de venir au Mali. Oui. Mais l'Algérie, elle a même fait des opérations militaires avec la Russie au moment où l'agression en Ukraine était en cours. Oui. Et effectivement, donc, il a permis aux Wagner de traverser le territoire. Donc, en fait, de s'installer en Mali. Un groupe mercenaire, voire un groupe terroriste. Parce que c'est une terroriste. Les Wagner, c'est pas des personnes ordinaires. Ce sont tous des repris de justice. Des mercenaires, oui. Qui ne sont pas étatiques, c'est une milice des gens qui sont condamnés, qui ont commis des crimes. Il les a libérés, il les a armés pour aller massacrer des gens en Afrique, parce qu'ils étaient aussi en Centrafrique avant de venir. Ils sont maintenant pratiquement partout. Et aujourd'hui, ils sont en train de commettre des crimes contre l'humanité. Donc, on peut revenir là sur le sujet, mais effectivement, l'Algérie a bien aidé les Wagner à s'installer en Afrique. Donc l'Algérie est complice de massacres terroristes. Absolument. Nos amis Touaregs, à nos frères Touaregs. Sur les Touaregs. Alors tout à l'heure, Zidane parlait de l'Algérie qui est un État terroriste. C'est pas d'aujourd'hui. Pourquoi c'est maintenant que ça arrive? Mais l'Algérie, si tu veux, il a hébergé à Alger, aux frais de l'État algérien, un grand terroriste mondialement recherché, Carlos. Carlos, bon, maintenant on l'a oublié, parce qu'il est mort, mais c'était le terroriste numéro 1 mondial. Il était recherché par toutes les pays. L'Algérie, il a été toujours mandaté pour négocier avec les organisations terroristes. Par la communauté internationale, depuis tout le temps. Y compris, par exemple, quand il y a eu des otages américains à l'ambassade d'Amérique des États-Unis à Téhéran, dans les années 80, qui a permis la libération des otages, c'était l'Algérie. Il a toujours eu des contacts avec les groupes terroristes. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier aussi... le Mali donc, a dénoncé l'Algérie, a condamné l'Algérie, a accusé l'Algérie de financer le terrorisme donc, au Sahel. Aux Nations Unies, devant l'Assemblée Générale, donc là, il a accusé l'Algérie de financer le terrorisme. Donc en fait, maintenant, cette conjoncture-là, et pourquoi ils financent déjà là-bas? Donc ils ont bien une raison, parce que c'est pour empêcher l'avènement de l'indépendance de l'Azawad. Donc l'Algérie, quand il finance le terrorisme, c'est pour un but. Et par exemple, celui du Sahel, le but, c'est de, justement, d'empêcher l'indépendance de l'Azawad. Qui est un État amazigh. Il y a un État amazigh, donc ils ne veulent pas d'un État amazigh. L'Azawad a proclamé son indépendance il y a
quelques années. Donc, il était vraiment en mesure de prendre son indépendance, de se libérer du Mali. Hein. Et c'est tout à fait logique d'ailleurs. Il suffit de voir la carte du Mali pour se rendre compte que l'Azawad au nord n'a rien à voir avec Bamako, qui est tout à fait au sud. Voilà. Et puis, bon, les gens de l'Azawad, des Macéranes, bon, ils n'ont rien à voir avec la culture malienne. Quoi. Bon, donc l'Algérie, ils ont une identité à part. L'Algérie ne peut pas accepter l'avènement d'un État amazigh en Afrique du Nord. Oui, pendant que elle supporte évidemment la création d'une république arabe sahraoui démocratique. Voilà, bon. Donc elle préfère soutenir une population en création qui n'est pas vraiment une population, non, une idéologie. Non. Il y a une population sahraoui qui a toujours existé, qui a toujours vécu mais les Berbères, ce pays-là. Voilà. Ils sont berbères un peu comme... Voilà. Bon, sauf que quand les Espagnols ont libéré... sont partis, en fait. Bon, à un moment donné, les Espagnols ont dit, bon, maintenant, on fout le camp du Sahara occidental, parce que ça ne les intéressait plus. Bon, malheureusement, ils sont toujours à ce time-là. Bon, mais enfin, donc c'est à ce moment-là que l'Algérie a vu une opportunité d'avoir un accès sur la mer, etc. Et puis d'avoir un État qu'elle va contrôler, voilà. Donc, elle voulait instaurer là-dedans une république arabe. Alors ça, c'est très grave parce que ça rentre un peu dans l'idéologie arabo-musulmane de l'Algérie. On veut étendre le monde arabe, la Oumma islamia, enfin, pour que depuis que Bagdad jusqu'à l'Atlantique, il y ait des États arabes. Enfin, et donc, il voulait absolument une république arabe sur l'océan Atlantique. Donc en Algérie, c'est pas un État qui contrôle le pays, mais c'est une idéologie qui contrôle le pays. Absolument. D'après ce que j'ai compris. Parce qu'ils ne veulent pas l'idéologie arabo-islamiste. Oui. C'est une idéologie qui vient de 6000 km de chez nous. Oui. Et qui contrôle l'Algérie, qui veut essayer de créer un État arabe tout en s'opposant à la création d'un État amazigh. C'est un instrument pour c'est une idéologie arabo-musulmane et c'est un instrument. Parce qu'avec cela, bon, ils ont donc tiré les gens, voilà, on est musulmans, voilà, allez-y à la mosquée, puis vous occupez pas d'autre chose. Et puis on est arabe, bon, parce que, bon, Jamal Abdel Nasser, il n'est pas loin, etc. Donc, ils ont toujours besoin de s'allier aux Arabes. Bon, sauf que, en vérité, quand on connaît ces gens-là, hein, parce qu'on les connaît aussi, ces gens-là, hein, il n'y a pas plus occidentalisé que ces gens-là. C'est des personnes qui vivent chez eux à l'occidental, qui se foutent totalement de tout ce qui est musulman, enfin, et tous les gens, les Boumdiennes et les Chadris, etc., on connaît leur façon de vivre. C'est des gens qui sont accros à l'alcool. Je suis désolé. Oui. Voilà. Donc c'est pas la peine. C'est juste un instrument pour eux, pour endoctriner le peuple, tout simplement. Il n'y a pas que Boumdienne, il n'y a pas que Chadli. Enfin, les autres, je ne connais pas tout le monde. Bon, ceux-là qui aimaient beaucoup. Y compris la drogue maintenant. Illicite. Tu as parlé d'un rapport, Zichnit, c'est ce rapport-là qui fait plus de 300 pages. Absolument, c'est quand même un rapport extrêmement épais. On va enlever la couverture pour que ça puisse quand même bien se voir à l'écran. Donc c'est un rapport qui a été produit par le Gafi. Hein. Ça, c'est les Gafi qui l'ont fait. Oui, ça en fait, donc c'est un rapport. En fait, c'est la matière qui a fait que l'Algérie se retrouve dans la liste grise. Voilà. C'est un rapport fait donc sous l'égide du Gafi ou MENA Gafi, hein, le Gafi régional, et en partenariat avec l'Algérie. Donc tout ce qui a été dit ici, tout ce qui a été fait ici, c'est fait par le Gafi ou le MENA Gafi et avec l'Algérie. Donc tout ce qui a été écrit ici est validé par l'Algérie. Donc il n'y a rien qui se dit sans que l'Algérie valide ou soit fait à son encontre. Donc l'Algérie, et ce rapport-là, donc c'est la conclusion de ce rapport, c'est que l'Algérie finance le terrorisme et fait du blanchiment d'argent. Ça veut dire que avec ce rapport-là, l'Algérie a admis, noir sur blanc, reconnu qu'elle finance du terrorisme et qu'elle blanchit de l'argent. D'accord. Donc c'est ça un petit peu qui est grave. Et en le parcourant, on va voir
On va Alors, voir. le titre, juste le titre Ouais. de ce rapport Smith. Ça, c'est un livre en anglais, enfin, le rapport, il est en anglais. C'est marqué ici. Donc, MENA, donc là, c'est le GAFI de MENA, Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Et son titre, donc, c'est Anti-Money Laundering. Donc, ça, c'est blanchiment d'argent, c'est en anglais. And Counter-Terrorist Financing Measures. Et donc, en fait, pour lutter contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. Donc, c'est des mesures voilà, qu'il faut pour aboutir donc, au non-financement du terrorisme. Donc, et à la il y lutte a contre le marqué, blanchiment. donc c'est ce rapport qui appartient bien au cas algérien, parce qu'il y a marqué The People's Voilà. Democratic Et ça, c'est Republic très- of voilà. Algeria. Et en plus, il est écrit ici Et Mutual Mutual Evaluation. Evaluation Report. Ça veut dire D'accord. Mutual, ça veut dire c'est fait avec la Ensemble. GAFI et l'Algérie. Et sur lequel, donc là, on a l'État algérien, enfin le nom de l'Algérie, quoi. On va le montrer Ouais. à la caméra pour que nos Ouais. téléspectateurs puissent voir un peu Voilà. à quoi ça correspond. Donc voilà, hop, Donc, ça. je voulais juste. Et ouais, Donc là, la rédaction de ce rapport, tu dis que ça a été fait avec le GAFI ouais. et l'État L'Algérie, algérien, l'État algérien. qui reconnaît, Ouais. Qui reconnaît tout le lui-même- contenu qui est là. dans lequel on dit comme quoi l'Algérie finance le terrorisme. Ouais. Le terrorisme et fait aussi du blanchiment d'argent. Donc l'Algérie reconnaît en elle-même Ouais. comme quoi elle finançait. Exactement. C'est quand même assez Voilà. grave. C'est ça la gravité de la chose. De toute façon, il ne peut pas s'en échapper. Pourquoi? Parce qu'il est obligé, en fait, on va expliquer. Donc là, il y a, on ouvre déjà la première page, on va les key findings, ça c'est les trouvailles. Et on trouve ici un certain nombre, donc qu'est-ce qu'ils ont découvert? Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Et aussi ici, après vers la fin, ils ont toutes les recommandations. Hein, donc les recommandations qu'il faut faire, il y en a à peu près... à peu près une cinquantaine de recommandations. 50 Non, à peu près. à peu près une soixantaine de recommandations. D'accord. Voilà, ça c'est ce qu'ils appellent les mesures. Les mesures. Et moi j'ai participé à l'EPR, à l'examen l'EPR de l'Algérie, hein, donc à Genève. Et ça, quand j'ai lu ça, en fait, c'est l'idée qui m'est venue quand on a fait l'EPR. Et ils ont dit que ce jour-là, c'est le ministère de la Justice, il a dit que ne sont pour la démocratie, ne sont pour la liberté d'expression, ne sont pour ceci, ils sont pour tout. En fait, c'est quand on les entend parler, on dirait que c'est des anges. Mais en fait, pratiquement, c'est les diables. Donc en théorie, c'est des anges, mais en pratique, c'est des diables. Et on retrouve exactement ici. Ici aussi, donc, quand ils parlent avec cette commission, ce GAFI, ils disent, nous, on fait ça, on va faire ceci, on va faire... Mais ça reste que de la parlotte. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Mais en pratique, il n'y a rien. Même, ils ont reconnu ici que donc, le rapport, l'Algérie elle-même, donc c'est ça le truc, et c'est ça qui est étrange, c'est qu'eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas la volonté de lutter contre le blanchiment d'argent. Voilà, le blanchiment d'argent et de lutter contre le financement. Donc, en fait... Non, c'est pas ils sont obligés. Non, là, ils ont été sommés. Oui. Non, là, en fait, l'Algérie... Dans le rapport. Oui, l'Algérie a accepté donc d'être admise sur la liste grise pour ne pas se retrouver dans la liste noire. Parce que si elle refuse d'être sur la liste grise, automatiquement, elle se retrouve dans la liste noire. Ça, c'est le fonctionnement du GAFI. D'accord. Voilà, Donc, effectivement. voilà, pour éviter d'aller sur la liste noire, ils ont dit, OK, on est d'accord avec vous, on va collaborer avec vous, etc. Ouais. Donc, ils sont tout doux, etc. Voilà. Mais bon, on connaît bien le pratique. Hein. Sauf que, bon, ils sont quand même sous... parce que la liste grise, c'est ce qu'on appelle la liste des pays qui sont sous surveillance renforcée. Voilà. Donc, le GAFI va exercer une surveillance sur toutes les transactions qui se passent en Algérie et ils ont vraiment l'œil sur tout ce qui va se produire. Bon, les Algériens, donc, comme toujours, bon, c'est des tricheurs, ils ont l'habitude. Hein, ils vont essayer de truander le GAFI, mais à mon avis, ils vont se casser les dents.
Donc là, ils sont quand même contraints de se soumettre aux Effectivement, ils recommandations. sont obligés Voilà. de collaborer. Maintenant, l'avenir nous dira comment Voilà. ils vont faire. Ils sont obligés, donc en tout cas, elle ne peut pas tricher. Donc, parce que c'est des experts, là, le truc là, donc c'est une grande commission d'experts dans tous les domaines. Ils ont des pratiques qu'ils déroulent un peu partout dans le monde. Et il se trouve que l'Algérie, c'est un État à part, c'est un État là où rien ne marche. Donc, et ils ont reconnu eux-mêmes. Et en plus, là, quand on dit légal et illégal, ça veut dire, quand ils disent légal, ça veut dire que c'est de la responsabilité du régime, du pouvoir. Donc, le pouvoir lui-même reconnaît ici que, voilà, il finance le terrorisme et il fait du blanchiment d'argent. Et voilà. Et parce qu'il ne peut pas échapper. Parce qu'avec tous les contrôles qu'il y a, donc ils sont pas nés de la dernière pluie, les experts qui sont là. Donc ils savent comment ça se passe. Donc ils ont beau tricher, mais ils sont pris la main dans le sac. Et voilà. Et c'est ça un petit peu le rapport. Donc on va donner lors de l'émission l'adresse à tout ça, où trouver ce rapport. Mais il est très très important. Voilà. Donc ça dit beaucoup de choses sur le fonctionnement du régime algérien. D'accord. Il y a une expression sur le qui dit malin et demi. Mais c'est Ah oui, de toute façon, là, ils ne peuvent pas... Ils peuvent pas échapper puisqu'ils ont affaire à des gens qui sont encore plus malins qu'eux. Absolument. Tu as en partie répondu, vous avez en partie, mais je voudrais insister ça. Donc, elle a collaboré pour rédiger ce rapport qui l'incrimine en elle-même. Donc, pourquoi elle a collaboré, en partie parce qu'elle a risqué. Elle n'a pas le choix. Mais qu'est-ce qu'elle risque surtout? Qu'est-ce qu'elle risque? Là, aujourd'hui, en fait, on lui donne un sursis, là, tu vois. On lui dit, voilà, suivez nos recommandations, puis là, nous, on vous regarde, on vous surveille, on va voir ce que vous allez faire. Oui, mais qu'est-ce qu'elle risque au cas où si elle ne suit pas ces recommandations? C'est ce qui est intéressant. Je dis, elle ne suit pas, elle a un délai. Il y a un délai, d'accord? Donc, on leur a fixé un délai dans lequel donc, il faut que ces recommandations soient mises en œuvre. Bon, si au bout de ce délai-là, cela n'est pas fait, eh ben, ils vont se retrouver sur la liste noire. Et sur la liste noire, qu'est-ce qu'elle risque justement sur cette liste noire, Guy? Se retrouver sur la liste noire, mais se retrouver comme la Corée du Nord, je te dis. La Corée du Nord, aujourd'hui, il est isolé, à part aller voir Poutine. Tu vois, donc isolé diplomatiquement, économiquement, etc. Absolument. D'accord. Absolument. Déjà, les effets économiques, elle va les subir, l'Algérie va les subir malheureusement. Et malheureusement, c'est le peuple qui va subir, c'est pas le régime. Hein. La junte, ils sont toujours, ils s'en sortent toujours. Ils ont beaucoup ils ont la rose pétrolière. Bon, mais le peuple algérien va subir les conséquences de ce classement dans la liste grise. Ouais. D'accord. Déjà, en fait, c'est un glissement. C'est un glissement, comme on dit un trou noir. Hein. Donc ça, donc là, glissement, hop. Après, tu disparais dans le trou noir. Et je pense que l'Algérie, c'est ce qui arrive. Donc là, avec la liste grise, là, c'est un avertissement, c'est une porte glissante. Donc, il va forcément aller dans le noir. Et déjà, même avec la cellule... nous, on a vu déjà les résultats. Hein. Donc, même s'il n'est pas encore dans la liste grise, mais c'est comme s'il y est. Parce que la liste noire, tu veux dire? Non, même la liste grise. Donc, même avant, même si elle n'est pas là, actuellement, il n'y a pas de... Je veux dire, là, ça va s'aggraver. Mais déjà, on a vu qu'il n'y a plus... Donc, l'Algérie, il est isolé. C'est devenu une paria. Personne ne croit en elle. Donc, c'est une forme un petit peu... voilà, c'est un début. C'est pour ça, ils ont vu... En fait, c'est son comportement... Voilà, qui a fait que ça s'empire. Et là, maintenant, il est dans la liste grise. Donc, ça va encore continuer. Donc, là, maintenant, encore plus. Donc, ça va devenir une paria. Personne ne voudra parler avec elle. Personne ne voudra investir. Et des choses comme ça. Et donc, ça, complication sur complication. Et ça serait certain. Donc, l'Algérie, c'est... Enfin, on peut en parler politiquement. C'est pas un pays qui va s'améliorer.
Donc il va de pire en pire. Et là, et les crises maintenant, il va certainement finir dans la liste noire dans peu de temps. Parce que pour regarder les recommandations, ils disent on applique les recommandations, mais en fait, il n'y a aucune volonté vraiment de faire ces recommandations, de lutter, d'arrêter le financement du terrorisme ou de faire. Donc, à mon avis, donc il y a deux choses, principalement deux conséquences. C'est l'effondrement économique, petit à petit, hein, donc mourir à petit feu, comme on dit, et aussi devenir un paria politique. Personne n'en veut de toi, comme la Corée du Nord. D'ailleurs, on commence déjà à appeler l'Algérie comme étant la Corée de l'Afrique du Nord. Ouais. Voilà, donc beaucoup de gens disent... Personnellement, évidemment, je ne souhaite pas que les choses s'aggravent pour le peuple algérien et pour le peuple kabyle. Personne ne le souhaite. Par contre, on ne peut qu'être pessimiste par rapport à l'évolution de l'Algérie dans le bon sens. Ça, c'est clair que, quand on regarde en arrière depuis 62, toutes les parties, tout ce qu'ils ont fait, et puis les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir en Algérie, il n'est pas permis de penser qu'ils vont aller dans le sens de l'amélioration. Parce que c'est marqué dans son ADN, ce pouvoir. Ce régime ne se nourrit que de ce blanchiment d'argent et du terrorisme. Leur formation, leur culture, leur ADN, si tu veux, absolument, s'inscrit dans ces pratiques-là, mafieuses, l'oppression, la répression, ils connaissent que ça. Hein, les magouilles, la mafia. Et malheureusement, ça ne va que dans le sens de l'aggravation. Donc ce régime Agui ne peut pas survivre sans Absolument. Le régime tel qu'il est aujourd'hui, s'il n'y a pas un changement radical de l'État algérien, de tous les gens qui dirigent cette Algérie, il n'y aura aucune amélioration. On peut même dire qu'on va dans le sens de la dégradation. Quand on voit par exemple récemment la nomination d'un ancien, comment s'appelle le gars là, qui était vraiment le sous-fifre de Téhéran, Belkhadem. Belkhadem, qui est un terroriste islamiste, donc aujourd'hui il est rappelé aux manœuvres. Président du Sénat Ouattara, il est rappelé pour être président du Sénat. Oui, quelle soit la fonction qu'il va occuper. C'était un retour en arrière, en arrière. Il savait déjà le marche arrière, mais c'est avancé en arrière. Voilà, c'est avancé en arrière, quoi. Ce que je veux dire, c'est que là, c'est pas un bon signe, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre de ce régime-là qu'il s'améliore. Et malheureusement, on peut être que pessimiste. Donc il n'y a pas, vous, en ce qui vous concerne, vous ne voyez pas d'autres futurs que d'être dans la liste noire pour l'Algérie, comme elle est aujourd'hui, elle va s'y retrouver automatiquement. Moi, je pense que l'Algérie, comme on a dit, il a pris un sens interdit. Donc l'Algérie n'a jamais pris le bon sens de sa vie. Et sens interdit, il continue. Donc c'est comme si on bat dans un sens interdit, dans le sens... et là, donc il y a uniquement catastrophe sur catastrophe qui vont venir. Donc impossible, parce que l'Algérie telle qu'elle est construite, les fondements de l'Algérie, il n'est pas basé sur de bonnes fondations, sur de mauvaises fondations, de fausses fondations. Il n'a pas de vraies fondations. Et personne n'acceptera ces fondations dans l'avenir. Donc, toutes ces fondations, ils sont remises en cause. Voilà. Donc, pour moi, l'Algérie ne va que de pire en pire. Et la preuve, on est à 70 depuis le début de la guerre, 70 ans depuis la guerre de libération, depuis le déclenchement de la guerre de libération, et ça va de pire en pire. Voilà. D'accord. L'Algérie, donc, en acceptant de collaborer avec le Gafi, donc, se dit... Elle confirme comme quoi les terroristes
Bah oui, absolument. C'est une façon de C'est confirmer. quand même incroyable. Donc, elle reconnaît qu'elle fait du blanchiment d'argent et qu'elle est terroriste. C'est reconnu officiellement, là c'est officiel. Donc elle finance des mouvements terroristes, qui finance des mouvements terroristes et en soi-même un terroriste. Ouais. Absolument. Vous avez des exemples de mouvements terroristes qu'elle finance? À part bien sûr le Hamas, on vient d'en parler. Juste pour ce que tu dis là, effectivement, au niveau du droit international, le fait de financer le terrorisme, c'est un acte terroriste en lui-même. Vraiment. D'accord. Voilà. Donc le fait que l'Algérie finance des mouvements terroristes, donc on peut citer le Hamas, on peut citer les mouvements qui opèrent au niveau du Mali, enfin dans le Sahara, tous ces financements-là font que l'Algérie est un État terroriste. Hein. Voilà. Vous avez des noms de mouvements qu'elle finance éventuellement? Oui, donc ça, ils sont connus. Hein. Donc, par exemple, au Mali, on l'a dit tout à l'heure, pour empêcher l'avènement d'un État amazigh, donc en l'occurrence l'Azawad, ils étaient obligés d'installer le terrorisme à travers des groupuscules comme ACMI, comme le GSPC, comme Ansar Din, le Moudjahou, tout ça. Ils ont créé de toutes pièces du terrorisme au Sahel pour empêcher l'Azawad d'être indépendant. Voilà, donc ça, c'est d'ailleurs même le Mali a reconnu ça, a accusé l'Algérie aux Nations Unies, de la dernière Assemblée Générale, la 78e, ils l'ont accusé que l'Algérie finance du terrorisme. Et pareil, donc le Polisario n'est pas encore classé terroriste, mais à mon avis, ça va pas tarder à venir. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Et le fait que l'Algérie soutient militairement et financièrement donc le Polisario qui fait des incursions au Maroc, donc il fait des actes terroristes, sur les terres marocaines. Et maintenant, avec le développement de la situation, avec la reconnaissance pratiquement du monde occidentale de la marocanité du Sahara. Donc là, dans peu de temps, on va... Y compris les pays arabes, y compris les pays arabes. L'Arabie Saoudite, soutiennent... Et en fait, maintenant, il n'y a que peu de pays, d'ailleurs ceux qui ont reconnu le Polisario, pratiquement ils sont désistés. Je ne retiens plus combien de nombre il reste, mais donc voilà, ça a comme un pot de chagrin, ça s'effondre. On est passé d'une 33 qui le reconnaissaient au niveau mondial à une dizaine maintenant qui le reconnaissent. Voilà, je retiens pas le truc. C'est à peu près. En tout cas, voilà. Donc c'est maintenant l'Algérie, il sait que son fonds de commerce, qui est le Polisario, ça y est, c'est volatilisé. Voilà. Bien, d'accord. Ça, et en plus, donc ça, c'est un truc majeur parce que le Maroc, c'est l'allié du monde occidental. Voilà. Et ce qui se passait aussi, ce qui se passe au Gaza, parce qu'il ne faut pas Hezbollah, Hamas, parce que publiquement, d'ailleurs, ils ne l'ont jamais caché. Il a financé le Hamas, il a essayé de résoudre le problème entre les différentes factions du Palestine, le djihad islamique, les ceci, cela. Et il a mis avec l'Iran qui finance bien sûr le Hezbollah. Il a mis, donc l'Algérie, par ricochet, a mis avec le Hezbollah parce qu'il a essayé de remettre Bachar al-Assad dans normaliser après les tueries, les machins. Il n'y a que l'Algérie qui est intéressée par ça. Il voulait faire ça. Donc, en gros, et en plus, avec toutes les instabilités qu'il essaie de créer avec l'Espagne, avec la France, avec tout le monde, en fait, quoi. Et donc, voilà. Donc, l'Algérie a confirmé, c'est confirmé. Nous, on le savait. Donc, et en plus, il ne faut pas oublier ce qu'ils ont fait en Kabylie. Parce que là, nous sommes les premiers concernés. Nous sommes victimes du terrorisme d'État de l'Algérie. Oui, et donc, tous les génocides, parce que ce génocide, ce qui s'est passé en 63, ce qui s'est passé en avril 80, ce qui s'est passé en 2001, ce qui s'est passé l'été noir là en 2021,
Ce qui se passe à Kitty, là, maintenant, ils ont dit, ils crament toutes les forêts de la Kabylie. Combien de morts, combien... tous les Kabylies sont considérés comme des terroristes. Donc, tout ça... voilà, donc la communauté internationale a fini par nous donner, enfin, le temps a fini par nous donner raison. Donc maintenant, l'Algérie est reconnue en tant qu'État terroriste. Et ce qui est incroyable, justement, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, grâce à la communauté internationale, l'Algérie, qui avait défini la Kabylie, qui l'avait classée en tant que terroriste, pays terroriste, les Kabyles pratiquement entièrement en tant que des terroristes d'Erveraven, aujourd'hui se retrouve elle-même accusée par la communauté internationale en tant que terroriste. Donc, ce qui fait que l'Algérie, qui disait que les autres, que les Kabyles sont des terroristes, se retrouve elle-même accusée par la communauté internationale de terroriste, alors que Nkuni, les indépendantistes kabyles, personne dans le monde n'a reconnu cette accusation. Absolument. Cette accusation ça a été même jeté, enfin, critiqué par toutes les instances internationales, par comment dire, le secrétaire d'État américain, par toutes les ONG de défense des droits de l'homme. Tout le monde a décrié le fameux article 87 bis qui va donc accuser les indépendantistes voilà, des terroristes, toute personne qui est opposante. Évidemment, ils sont en premier plan, mais aussi toute personne qui s'oppose, enfin, qui a une idée qui ne va pas dans le sens du régime algérien. Ça c'est clair. Oui, oui. Et justement, là, on a parlé de la liste grise. Il ne faut pas oublier le classement de l'Algérie aussi dans une autre liste qui est grise aussi. C'est très surveillé par le département d'État américain, donc pour violation des droits de l'homme en Kabylie. D'ailleurs, quand ils ont essayé de classer des indépendantistes de terroristes, ils ont essayé de faire véhiculer ça partout dans le monde. Voilà, pour convaincre le monde entier que voilà, la Kabylie, les Kabyles sont des terroristes. Mais heureusement, grâce aussi à la diplomatie de la Kabylie, à tous les efforts, parce que quand même, il y a un travail colossal qui a été fait. Pratiquement toutes les chancelleries occidentales du monde libre ont été informées, voilà, de ce qui se passait en Kabylie. Et donc, il y a eu pas mal de rapports d'Amnesty International, Human Rights Watch, du Parlement européen, du Sénat, des Sénats français, des départements américains, des ligues des droits de l'homme. Il y a eu pas mal donc de dénonciations, et lors de l'examen UPR, donc tout le monde, tous les pratiquement pays démocratiques, et ils ont condamné l'Algérie, et aussi ils ont demandé à revoir l'article 87 bis qui est pratiquement classe tout Kabyle susceptible de devenir terroriste, hein. Donc on est comme voilà, sur une ligne, quoi. Donc Kabyle a 87 bis. Donc voilà ce qui s'est passé. Malheureusement, bon, le monde entier ne les a pas écoutés. Et nous, donc nous avons aussi, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Donc nous avons défendu la Kabylie partout dans le monde, à l'ONU. Et là maintenant, c'est l'arroseur arrosé. C'est la communauté internationale maintenant qui nous a écoutés et qui a classé donc l'Algérie comme étant un État terroriste. Et voilà, donc nous avons triomphé, nous avons gagné le combat. Maintenant, quand un voleur te traite de voleur, qui va croire, qui va le croire? Voilà. Donc, qui va croire que la Kabylie, voilà, était terroriste? Personne. Mais maintenant, le monde entier classe l'Algérie comme étant un État terroriste. Et donc, voilà, c'est l'arroseur arrosé. Voilà. Arsqi, quel sera l'impact sur la Kabylie de
Le fait d'avoir placé l'Algérie sur sa liste grise. L'impact, ça impacte évidemment l'Algérie. Automatiquement. Spécialement sur la Kabylie. Hein. Oui, tout ce qui impacte l'Algérie impacte aussi la Kabylie, malheureusement. Oui. Oui, la crédibilité de l'Algérie est vraiment entachée. Et là, les investisseurs qui voudraient aller investir en Algérie sont refroidis, quoi. Donc, pas quelqu'un qui pense faire de bonnes actions pour son entreprise ne va jamais s'engager dans un pays qui est classé dans la liste grise, où il y a du blanchiment d'argent, où il y a du financement au terrorisme. Donc, automatiquement, les investissements des étrangers qui avaient en Algérie vont diminuer. Hein. Bon, tu me diras que pour la Kabylie, ça n'aura pas beaucoup d'impact parce qu'effectivement, il n'y a déjà pas d'investissement étranger en Kabylie, même algérien. Tout investissement public et étranger pratiquement réduit à zéro en Kabylie, donc ça c'est clair. Hein. La Kabylie suivie aujourd'hui uniquement du travail de ses enfants et aussi de l'aide qu'apportent ses enfants dans la diaspora. Donc, la Kabylie, elle n'est pas forcément impactée autant que l'Est de l'Algérie, mais il y aura certainement des impacts économiques sur l'Algérie, quoi. Déjà qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat a été laminé par la crise économique, là, les gens vont encore souffrir davantage. Et ça, c'est vraiment dommage. Ça impacte effectivement l'Algérie, ça impacte aussi la Kabylie. Zidane, sur la même question, quel pourrait être l'impact de le fait que l'Algérie soit sur la liste grise, sur la Kabylie? Oui, toujours, tout ce qui touche à l'Algérie touche forcément la Kabylie, parce qu'il est colonisé par l'Algérie, il est dominé par l'Algérie, et voilà. Donc, si maintenant il y a un effondrement économique, donc c'est la suite logique, donc d'une liste grise vers une liste noire. Donc l'une des conséquences directes, c'est l'effondrement économique. Et quand il y a effondrement économique de l'Algérie, comme la Kabylie dépend de l'Algérie, donc il y a forcément effondrement économique en Kabylie. Donc il y a un impact là-dessus, on ne va pas se réjouir. Hein, donc nous sommes tristes pour ce qui est arrivé parce que nos parents, les Kabyles, ils sont touchés. Voilà, donc ça c'est un impact négatif. Maintenant pour l'autre impact, c'est que ça démontre que si on récapitule un petit peu les positions politiques de la Kabylie par rapport, si on les compare par rapport aux positions politiques de l'Algérie, on a vu que la Kabylie, ça fait longtemps, on le dit plusieurs fois, la Kabylie et les positions de la Kabylie sont à 180 degrés, soit de l'opposé de celle algérienne. Je donne un exemple, le fonds de commerce du Polisario, la Kabylie n'en a jamais tenu compte. Il dit non, nous on n'accepte pas. Déjà, on souffre avec des États arabes qui sont là et qui nous ont colonisés. Et maintenant, on rajoute un autre État arabe, une République arabe. Donc là, pourquoi un peuple berbère devient un peuple arabe, comme la constitution algérienne, sur une terre arabe. Donc là, maintenant, la Kabylie comprend, on comprend le poids de la Kabylie, même s'il est dominé, même s'il est colonisé, même s'il est terrorisé, même s'il y a un climat de peur qui s'installe sur elle, il y a une épée de Damoclès qui s'abat sur elle, nos positions restent cohérentes, restent solides, restent, je veux dire, vraies. Le deuxième fonds de commerce, c'est aussi le Hamas, donc la question palestinienne. Nous ne sommes pas contre les Palestiniens. Nous, les Kabyles, on veut une position juste, une solution juste qui défend, qui sécurise les deux parties. Donc on veut une solution de deux États. Nous ne sommes pas les ennemis des Israéliens, comme nous ne sommes pas les ennemis des Palestiniens. Nous sommes les amis des peuples du monde. Chacun a le droit de vivre comme nous aussi en Kabylie, on revendique
On revendique les droits de notre peuple comme on revendique les droits de tous les peuples. Tous les peuples ont droit à vivre comme ils sont, à s'autodéterminer comme ils sont. Donc voilà. Et beaucoup par rapport aussi à ce qui se passe au Sahel. Nous sommes contre l'avènement de Wagner. Nous sommes contre le massacre de nos amis Touaregs. Les Touaregs sont nos frères. Donc l'Algérie fait le contraire. Voilà, donc c'est ce qui démontre que maintenant que la Kabylie n'est pas l'Algérie, l'Algérie n'est pas la Kabylie, et j'espère que le fait que l'Algérie devienne une paria, ça aide, ça va donner beaucoup plus de possibilités à la Kabylie de s'émanciper. Voilà. Donc économiquement, il y a un impact négatif malheureusement, mais politiquement, probablement que les retombées seront meilleures, voilà, sont intéressantes pour la Kabylie de demain. Voilà. D'accord, je pense qu'on peut souhaiter effectivement que ça apporte quelque chose de positif pour la Kabylie, mais bon, je pense que ça sera un vœu pieux, parce que, à mon avis, ça ne va pas changer grand-chose pour la Kabylie. Hein, bon. Sauf que, bon, effectivement, ça nous renforce dans notre position de dire que nous, on est pour la démocratie, on est contre tout ce terrorisme-là, contre toutes les manigances, enfin, tout le trafic financier, etc. Voilà. Donc, de ce côté-là, effectivement, ça nous permet de nous distinguer davantage par rapport au pouvoir algérien et on se conforte effectivement dans notre position de vouloir créer un État démocratique, social, laïque, etc., comme on l'a défini dans la Constitution kabyle. Hein. Mais comme on l'a toujours dit aussi, on a dit la Kabylie, c'est la solution. Si la Kabylie, c'est grâce à la Kabylie que probablement notre région, enfin quand je dis notre région, la région l'Afrique du Nord et le bassin méditerranéen, donc va aider à stabiliser. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que je dis que la Kabylie pourra tirer profit de ça, parce que il faut à un moment donné stabiliser, il faut qu'il y ait quelque chose de bien s'installe sur le pourtour méditerranéen. Et le seul peuple qui peut faire ça, nous sommes fiers de le dire, hein, c'est le peuple kabyle. Voilà. Donc si l'Algérie est une paria, la Kabylie, c'est l'ami de toute l'humanité. Il est là pour apporter sa modeste contribution pour le bien-être de l'humanité. D'accord. Ce qui est assez dommage, c'est que aujourd'hui, les on voit les gens brandir des drapeaux palestiniens. Encore une fois, on n'a rien contre les Palestiniens, entre parenthèses, hein, mais brandir des drapeaux palestiniens, la police t'aide à tenir le drapeau palestinien, mais quand il s'agit du drapeau Amazigh al-Hifz et quand il s'agit du drapeau Aqvairi, Wina, à ce moment-là, tu es condamné à mort, tu es placé en prison et tu es à perpète, quoi. On te donne perpète pour ça. Et c'est plutôt triste. Donc, cela, en même temps, il faut que à quel monstre on a affaire actuellement. Justement, j'espère que toutes ces exactions du régime algérien vont ouvrir les yeux aux Kabyles, qui vont se rendre compte que la Kabylie, aujourd'hui, se trouve dans un état de colonisation. À partir du moment où l'État ou les institutions qui te gouvernent, qui décident, ne parlent pas la même langue que toi, c'est que cette langue, cette culture vient d'ailleurs. Oui. En l'occurrence, l'idéologie arabe ou islamiste présente en Kabylie, et c'est elle qui gouverne, vient de 6000 km de chez nous. Alors, non seulement, elle ne parle pas, elle n'utilise pas officiellement, la Tamazight est langue officielle en Algérie, hein, mais aucun officiel du régime algérien n'utilise cette langue, même pas le moindre mot. Voilà, ça c'est clair. Et ensuite, le pire, c'est qu'on t'interdit d'utiliser cette langue. Il y a les gens qui sont retrouvés devant un juge, alors qu'ils sont accusés d'actes vraiment très graves. On les accuse d'atteinte à l'intégrité du pays, d'actes de terrorisme, etc. Ils n'ont même pas le droit de s'exprimer dans leur propre langue.
Ils ne peuvent pas se défendre. Ils n'ont pas les moyens de se du défendre. colonialisme. Absolument. On est colonisé. Voilà. Et même, je vais même ajouter une chose, c'est que du temps de la colonisation française, dans les tribunaux en Algérie, il y avait toujours un interprète. Quand quelqu'un il parle pas le français, il parle le kabyle ou bien il parle d'Adja, eh ben il y a un interprète qui parce que le juge c'était souvent un français, eh ben il y a un interprète. Aujourd'hui, on se fait condamner par un juge qui nous refuse de nous exprimer, de nous défendre dans notre propre langue. Comment tu veux te défendre en arabe classique ou même en arabe, enfin en darja, pour quelqu'un qui vient de la campagne kabyle, qui connaît pas ces langues? Oui, absolument. Merci Karsri. Non, c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait fini, parce qu'on a parlé de terrorisme, mais on n'a pas parlé du blanchiment d'argent, parce que c'est important aussi de parler du blanchiment d'argent. Oui, parce qu'il y a beaucoup de... c'est une autorité publique depuis longtemps. Comment dire, la nomenclature algérienne, elle investit en France. Maintenant, on le sait, il s'est parlé dans la presse donc, à plusieurs reprises qu'il y a des personnalités du régime algérien qui ont acquis des biens, à Paris notamment, dans les beaux quartiers, sur les Champs-Élysées, dans l'avenue Hoche, à Neuilly-sur-Seine, qui sont des quartiers vraiment huppés de Paris, où le moindre appartement fait plus d'1 million d'euros. Donc tous ces trucs-là, donc c'est ça le blanchiment dont on parle effectivement, et ça, c'est important de le dire. Alors aujourd'hui, il se trouve que avec ce rapport du GAFI, donc qui contraint l'Algérie donc à lutter contre ce genre de choses. Bon, l'Algérie comme toujours donc elle triche. Elle sait très bien le faire. Donc, elle dit, OK, oui, je vais tout faire, pas de souci, etc. Et là, en ce moment, ils sont en train d'essayer de récupérer les biens mal acquis de la clique Bouteflika. Donc, il y a un certain nombre de biens immobiliers ici sur Paris qui sont référencés et que l'Algérie veut récupérer. Sauf que, en attendant, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils ont aussi, on connaît, on sait bien leur situation, ils ont des enfants qui font des études ici en France. D'ailleurs, très souvent avec une bourse offerte par l'État algérien, ça j'en sais quelque chose. Donc, ils sont ici donc en France avec des moyens qui ne sont pas les moyens d'un étudiant lambda. Ils sont dans de beaux appartements, etc. Et ça, donc le blanchiment, donc il a été toujours pratiqué par les dirigeants algériens qui sont très friands de la France. Bon, ils ont beau dire on est arabo-musulmans, etc. Ça, c'est pour le peuple. Mais quand ils veulent passer des vacances pour la fête de Noël, ils sont plutôt ici à Paris. Donc ça, on le sait. Moi, j'ai vu des bouteilles de vodka, des bouteilles de whisky. Moi, j'ai vu des personnes faire aller-retour dans la journée, venant d'Alger, faire ses courses à Paris et repartir à Alger. Bon, ça c'est des choses qu'on voit. Du vol, du détournement de fonds. Absolument. Etc., donc tout ça. Alors, donc là, c'est important de savoir comment fonctionne ce système. Donc c'est un système qui est bien rodé maintenant, que les Algériens connaissent bien. On a même vu quelqu'un acheter un hôtel à Barcelone qui fait 60 millions d'euros. Bon, quelqu'un qui n'a jamais eu une fiche de paye en France ou en Espagne, qui a toujours travaillé en Algérie et qui se paye un hôtel de 60 millions d'euros en Espagne. Donc c'est un peu tout ça le blanchiment d'argent. Et ça, c'est très grave parce que ça met en difficulté l'économie algérienne. Bon, c'est des capitaux qui s'en vont, donc ils ne tournent pas dans l'économie algérienne. Et d'autre part, ce sont des actions qui sont illicites. Cet argent-là, c'est pas de l'argent propre. Vraiment. Et à mon avis, c'est important qu'on sache qu'il y a un mécanisme de blanchiment d'argent qui est parti par les Algériens et qui est bien rodé. Et aujourd'hui, j'espère qu'avec ce rapport-là, ça va s'arrêter, mais pas tant que ça, quoi. On a tous entendu des valises pleines d'argent justement, il n'y a pas longtemps. Qui ont passé les douanes. Il y a 2 mois, ça, c'était au mois d'août, là. Oui. Il y a 2 Algériens qui se sont fait arrêter à Roissy
avec une valise où il y avait 2 400 000 euros. Hein. À Roissy. À Roissy, oui. Comment ont-ils fait pour traverser les douanes algériennes? Justement, et en plus, c'est un vol qui venait d'Alger, qui atterrit à Roissy, qui était destiné, enfin, ces gens-là, normalement, devaient continuer leur voyage vers la Turquie. Hein. Mais sauf que, bon, à Roissy, même s'ils sont juste en transit, donc ils ne sont pas sortis. Ils pensaient qu'en transit, il n'y a pas de contrôle. Hein. Bon, mais malheureusement, à Roissy, bon, il y a quand même une police qui est assez efficace. Et ils ont vu dans une valise qu'il y avait de l'argent. Alors, comment peut-on expliquer que la douane algérienne n'ait rien vu? Voilà, c'est ça les questions qui vont se poser. Comment on peut sortir de l'aéroport d'Alger une valise avec 2 400 000 euros et puis la douane n'a rien vu. Ça, c'est l'impossible. S'il n'y a pas de complicité des services algériens, cela ne peut pas se passer. Hein. On sait tous comment ça se passe. Et ça nous retourne aussi, effectivement, comme on dit, donc, l'arrosé, quoi. On fait une chose, mais en fait, ça se retourne contre nous. Il n'y a pas, juste avant cela, la douane algérienne avait intercepté quelqu'un qui avait un fourgon plein d'armes, alors qui arrive, c'était à Afgaïev, hein. Bon, sauf qu'il venait de Marseille et que la police marseillaise n'a rien vu, quoi. Bon, alors ça, c'est quand même un peu grossier, quoi. Bon, oui, mais en ce qui concerne cette affaire-là, apparemment, d'après les informations eues sur les réseaux sociaux et dans les journaux, que c'était des armes de chasse, que la personne pratiquait la chasse. Et voilà, c'est ce que j'ai entendu dire. Non, c'est un coup monté, comme le coup de Cap Sikli, ça c'est connu, il n'y a pas de problème. Mais ça, ce qu'il faut en tirer de cela, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie est devenue experte dans les affaires de manipulation. Quoi. Voilà. Donc, le coup de ces armes-là qui sont arrivées à Afgaïev, et bon, cette affaire de 2 400 000 dans une valise, etc. Donc tout ça, c'est des actions des services algériens. Ça, c'est évident. C'est pas d'autres personnes qui peuvent faire ça. Hein. Il faut aussi dire que les dirigeants algériens se sont illustrés maintenant dans le trafic de drogue. Hein. Oui. Et 701 kilos de cocaïne. Voilà, on sait que le fils de Tebboune, il a été impliqué dans une affaire de trafic de drogue, sauf que, bon, il a été, je crois, inquiété un petit peu par la justice. Après, il a été libéré, pas de souci, quoi. Bon, son papa, il a des présidents de la République. Voilà. Et puis, il y a quelques mois aussi, il y a le fils de Djubar qui a été arrêté à Marseille pour le trafic de drogue. Vraiment. Donc maintenant, l'Algérie s'est vraiment mise dans, le côté sombre de la chose, quoi. Donc là, il travaille vraiment dans les trucs de mafia, quoi. Bon. Et là, si tu veux, juste pour terminer là-dessus, il y a quelques jours encore, donc, les services algériens ont essayé de faire l'enlèvement d'un journaliste qui vit en France, hein, donc Hicham Aboud, voilà. Donc il était en Espagne, donc ils ont profité de l'enlever, mais en ayant recours à des voyous qui sont dans la mafia de la drogue, quoi. Donc voilà, donc ils ont des fréquentations, on va dire, ils sont bien impliqués dans le monde du trafic de drogue. Et ça, c'est pas de bon augure. Donc tout ce qu'on voit ici, enfin, tous les stiglistes, etc., à mon avis, ils s'en foutent un petit peu. Ils vont continuer un peu leur trafic, sachant que de toute façon, eux, ils ne vont pas loin. Enfin, ce qu'ils veulent, c'est le profit immédiat. L'avenir de l'Algérie, ils s'en foutent complètement. Hein, donc, voilà. Et le pire, c'est que c'est ces gens-là qui sont au pouvoir qui vont venir nous donner des leçons à nous de comportement, de nationalisme, d'identité, de ceci, de cela. Alors que eux-mêmes sont totalement perdus, ne savent même pas qui ils sont ou où est-ce qu'ils vont. Oui, c'est un problème de compétence. Ils n'ont aucune compétence. Ils n'ont même pas d'identité. Si tu veux. Voilà. Un Algérien qui se réclame arabe, puis qui se soumet au diktat de l'Arabie saoudite, du wahhabisme, qu'est-ce qu'il y a d'Algérien? Je suis désolé. C'est qu'il y a une partie identitaire quelque part, Absolument. Une aliénation assez profonde. Ok. ثنميرث مقرنته ثنميرث أرسخي ثنميرث أزيدان. Voilà. Quant à moi, كيكون دينيه voilà. Vive Thamurthaq Dairith. Vive la République fédérale de Kabylie. نتميز أتاساتاس أي محفاسير كل قلان ثورة كذي الحفظ.
وزميرات دني يون دني اسمه ونسني ونيون باسكو اتا سيغلان ترى دني يون يا تسويض تسوار بس في هذا الحال دونك اخر كان نكون اسني اسني قرنا كراون نتميز في اللون. Les détenus à l'occasion du 1er novembre, ils ont libéré quelques détenus d'opinion, mais c'est juste une dizaine, quoi. Alors qu'actuellement, il y a une affaire de 500 prisonniers donc, d'opinion. Hein. Et là, bon, ils ont libéré une dizaine. C'est la poudre aux yeux. Vraiment, donc c'est vraiment ridicule. Oui, peu importe, mais donc nous, évidemment, on pense à tous ceux qui sont toujours en prison. Notamment condamnés à mort. Il y a des jeunes personnes, des jeunes Kabyles qui sont condamnés à mort. Oui, non pas parce qu'ils ont fait quelque chose, mais parce qu'ils ont une opinion, une envie d'être Kabyle. On est tous concernés. Les gens qui sont condamnés à mort, c'est comme si nous étions condamnés à mort, parce qu'on partage les mêmes idées et ils n'ont rien commis comme délit. Voilà, donc on est avec eux, effectivement. Donc on pense, bon, même si on ne le dit pas tout le temps, on pense tout le temps à eux. Et franchement, tant que ces personnes-là, notamment ceux qui sont condamnés à mort, ne sont pas sortis de prison, eh ben, nous ne lâcherons jamais ce combat-là, donc de demander leur libération. Et donc on portera leur voix partout où on pourra le faire. Ok. Encore une fois, vive la République fédérale de Kabylie, vive l'indépendance de la Kabylie, vive le Qvaïr. Et ماذا كي نكون دينير أرس نظام تنمير ثنون sur radio télévision تقبيلي.